Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Il faut bien commencer quelque part. Avant de devenir la machine de guerre pleine d'expérience de Spectre, Daniel Craig était un James Bond un peu foufou, irresponsable, et tout juste 007 dans Casino Royale. Le film d'une nouvelle ère donc, avec beaucoup moins de gadgets, mais toujours autant de petits secrets et détails. Attention, on a le permis de spoiler. En bon reboot, Casino Royale s'est permis quelques libertés et a marqué au passage l'histoire de la saga 007. Par exemple, ce fut le premier épisode officiel à avoir une séquence majeure en noir et blanc, à ne pas compter Moneypenny à son casting, à avoir le fameux plan du gun barrel après que le film ait débuté, ou encore à avoir un James Bond blond. La liste est longue, mais pour faire court, Casino Royale est également le premier épisode de la franchise à adapter un roman de Ian Fleming depuis Moonraker en 1979, ou à ne pas avoir de femme nue qui danse dans son générique depuis le tout premier James Bond contre Dr No en 62, quand Daniel Craig est le premier interprète de l'espion à être plus jeune que la série de films elle-même. Même s'il s'amuse bien avec les codes, ce reboot reste respectueux du mythe et possède quelques références qui vont bien, comme le cocktail complexe appelé Vesper que commande Bond au casino, qui sort tout droit et tel quel du roman Casino Royale de Ian Fleming que le film adapte. Le numéro 53, lisible ici sur le jeton de casier de Dimitrios, renvoie d'ailleurs à l'année de parution de l'œuvre originale, puis lorsque Bond annonce la mort de Vesper, il dit « The bitch is dead », reprenant les dernières lignes du roman. On aura également remarqué que la voiture que gagne Bond au poker est la même Aston Martin que celle de Sean Connery dans Goldfinger, et que le costume porté par l'acteur à la fin est le même 3 pièces mais en version bleue que Sean Connery, là encore, dans Goldfinger. Plus subtilement, la séquence du chantier de Madagascar a été tournée au même endroit où se situait un hôtel désaffecté pendant plusieurs décennies, un hôtel qui servit à l'époque de lieu de tournage pour Opération Tonnerre en 65 ou pour L'espion qui m'aimait en 1977. Ce n'est d'ailleurs pas tout puisque les participants à la fameuse partie de poker du film ne sont pas n'importe qui. L'homme massif assis ici à la table est une référence au personnage de Mr. Big, visible dans Vivre et laisser mourir, et qui dans le roman original Casino Royale est l'un des participants, quand Madame Wu, assise à côté de Felix Leiter là, est incarnée par l'actrice Choi Chin, qui jouait déjà dans Le Bond On ne vit que 2 fois. Ce n'est d'ailleurs pas le seul caméo nostalgique, puisque la femme assise à la table juste là est la comédienne Diane Hartford, qui interprétait la jeune fille demandant une danse à Sean Connery dans Opération Tonnerre. Côté caméo, le producteur Michael G. Wilson joue le chef de la police arrêté dans cette scène, quand le réalisateur Martin Campbell incarne la victime du terroriste dans la séquence de l'aéroport de Miami. Et vous voyez toutes ces adresses mail dans la boîte mail de James, et oui, ils renvoient tous à des membres de l'équipe du film, tout comme le nom de Neil Pinkava, lisible ici sur un article de site internet, à côté des exploits de Bond. Enfin, le passager se faisant fouiller à l'aéroport juste là, n'est autre que le milliardaire Richard Branson, passé faire un petit coucou. On a aussi pu voir que le petit pourboire que laisse James Bond au croupier à la fin de la partie est une plaque de 500 000 $, rien que ça, que bien qu'étant au cœur du film et deuxième nom sur l'affiche, il faut attendre près d'1 heure de film avant de voir le personnage d'Eva Green apparaître, ou encore que lors de la scène d'ouverture, lorsque Dryden prend l'ascenseur, l'image coupe juste après que celui-ci ait atteint le niveau 6, comme pour nous signifier que Bond n'avait alors pas encore obtenu son fameux statut de 00 et son fameux matricule 007. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Bond version Craig, deuxième. Fini les soirées de gala autour d'une partie de poker, l'agent britannique est parti se promener dans un désert bolivien pour Quantum of Solace. Un cadre moins chic pour une aventure de 007 tout aussi trépidante et qui, comme d'habitude, contient un paquet de secrets et détails qu'on a dénichés pour vous. Attention, permis de spoiler. Sorti en 2008, pile poil pour le 100e anniversaire de la naissance du créateur de l'agent secret, Ian Fleming, Quantum of Solace sait rendre hommage au reste de la saga. Si le film est le premier depuis On ne vit que 2 fois à ne pas laisser 007 se présenter avec son fameux Bond, James Bond, Craig reprend tout de même la petite réplique « But of course you are » qu'avait déjà prononcé Sean Connery dans Les Diamants sont éternels, puis Roger Moore dans Dangereusement. Les plus attentifs auront noté que l'agent boit dans cette scène le fameux cocktail Vesper qu'il avait déjà commandé dans Casino Royale et qui porte le nom de son amour perdu Vesper Lind. L'identité de Air Sterling que Bond emprunte à Haïti et que l'on peut lire sur sa carte de visite fut-elle déjà utilisée par 007 dans L'espion qui m'aimait, et comment ne pas voir dans la triste mort de l'agent Fields, recouverte de goudron, une référence à celle de Jill Masterson, recouverte d'or dans Goldfinger. D'ailleurs, l'agent interprété par Gemma Arterton ne dévoile son nom complet que lors du générique de fin, Strawberry Field, clin d'œil évident à la chanson des Beatles de 1966. En parlant de patronymes, plusieurs noms de méchants du film sont plutôt colorés. Et oui, en plus de retrouver le Mr. White de Casino Royale, le grand rival de 007 dans cette aventure s'appelle Dominic Green, quand l'un de ses hommes de main se nomme Mr. Slate, un nom qui renvoie cette fois à une nuance de gris, et donc là encore à une couleur. Plus subtilement, le patronyme de l'agent Craig Mitchell dans le film est un mélange du nom de famille de Daniel Craig et de sa petite copine de l'époque, Satsuki Mitchell.
Comme d'habitude, le producteur de la saga, Michael G. Wilson, vient faire un petit caméo juste là en client de l'hôtel à Haïti, quand on aura reconnu Oona Chaplin, petite fille de Charlie Chaplin et future Talisa de Game of Thrones, ici en réceptionniste de l'hôtel du désert. Plus étonnant, les cinéastes Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro, grands potes du réalisateur Mark Foster, sont même venus faire des voix additionnelles pour les scènes en Bolivie. Enfin, notons que Quantum of Solace marque le premier film de la saga dans lequel on peut voir Bond visiblement bourré dans cette scène, que Mathieu Amalric, grand méchant du film, jouait déjà dans Munich de Spielberg, le film de Michael Lonsdale qui fut lui aussi l'adversaire de l'espion britannique dans Moonraker, ou encore que dans tout le film, James Bond change de costume pas moins de 11 fois. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Vous connaissez son nom, vous connaissez son numéro. Le nom c'est Bond, James Bond, le numéro 007. Revenu en forme avec l'arrivée de Daniel Craig en 2006, l'agent secret a littéralement explosé nos rétines avec Skyfall, qui creusait les origines troubles du célèbre espion. En bon fan de ciné, vous connaissez sans doute très bien cette 23e aventure, mais vous êtes peut-être passé à côté de quelques petits détails croustillants qui font toute la différence. Comme par exemple, le véritable nom de la supérieure de James Bond, la stricte mais juste M, incarnée par la géniale Judi Dench. Jamais prononcé, son nom apparaît pour les plus attentifs à la fin de Skyfall, lorsque Moneypenny donne une boîte qu'elle a léguée à 007. Si on a l'œil vif, on peut alors lire sur la boîte les mots suivants: Olivia Mansfield Bequith, James Bond, un leg d'Olivia Mansfield à James Bond. Le nom de M est donc bel et bien Olivia, et non Emma comme peut le prononcer tel un surnom affectueux, Kincaid, à un moment du film. Pas mal, non? On aura aussi vu que le compte postant les vidéos YouTube révélant les noms des agents du MI6 s'appelle Vials, qui est l'anagramme de Silva, que la bouteille de whisky partagée par ce dernier 007 sur l'île abandonnée porte la mention 1962, année du premier film de la série James Bond contre Dr. No, ou que les initiales sur le fusil du père de James Bond, Andrew Bond, correspondent aussi aux initiales du producteur légendaire de la saga, Albert Broccoli. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Après s'être un peu endormi sur ses lauriers, la saga Bond s'est remise en selle en 2006 avec Daniel Craig aux commandes. Une ère qui semble s'achever avec Spectre, qui enchaîne les petits secrets et détails comme les verres de Martini, et comme d'habitude, attention, spoiler. Spectre, un Bond 2015 en forme de chant du cygne pour Daniel Craig, qui se lâche sans retenue sur les clins d'œil en tout genre, et particulièrement à la saga James Bond et aux films qui l'ont précédé. Ainsi, Spectre marque le retour du smoking blanc avec petite rose rouge que portait déjà Sean Connery dans Goldfinger et du pull noir à col roulé qu'avait Roger Moore dans Vivre et laisser mourir, qui était d'ailleurs déjà emprunté à Steve McQueen dans le film Bullitt. Le masque de squelette et les hautes formes renvoient eux évidemment au baron Samedi, là encore issu de Vivre et laisser mourir, quand le repère de Blofeld, installé dans le cratère d'un volcan dans le désert, reprend la cachette du méchant dans On ne vit que deux fois. Les fans de l'agent britannique auront aussi noté deux autres petits clins d'œil à des scènes présentes dans Bon baiser de Russie, une partie d'échecs ici et une bagarre dans un train en marche juste là. Bond et Madeleine Swan se font récupérer de leur gare marocaine par une Rolls-Royce du même modèle que celle utilisée par Auric Goldfinger. Et enfin, Spectre marque seulement la 3e fois où l'on voit l'appartement de Bond, après James Bond contre Dr. No en 62 et Vivre et laisser mourir en 73. Et vous voyez le nom de l'endroit où vont se cacher M et Q à la fin du film, Hildebrand Rarities. C'est une nouvelle référence à la saga, côté livre cette fois, puisque The Hildebrand Rarity est l'une des rares aventures de 007 à ne pas avoir encore été adaptée à l'écran. Le film référence aussi les épisodes plus récents, en plus de son générique d'ouverture rappelant les précédents films de l'ère Craig et montrant quelques caméos de Mads Mikkelsen, Eva Green et Javier Bardem entre autres. On retrouve dans le film le bulldog bardé de l'Union Jack de M, que récupère Bond à la fin de Skyfall et qui est visible dans son appartement ici. Au passage, ce 24e opus coûta très cher avec un budget final oscillant entre 250 et 300 millions de dollars. Un budget qui est sans conteste le plus imposant de toute la saga et qui place le film comme l'un des plus chers de l'histoire du cinéma. Rien de bien étonnant quand Daniel Craig encaisse à lui tout seul 39 millions de dollars de cachet. Spectre rentabilise cependant son investissement puisque c'est le plus long film de toute la saga, avec 2h28 minutes au compteur. Notons sinon que le producteur emblématique de la série, Michael G. Wilson, fait comme d'habitude un petit caméo dans cette scène, juste là, quand plusieurs noms de membres de l'équipe du film apparaissent sur le mémorial ici. Quant au nom de la James Bond girl du film, Madeleine Swan, c'est là encore une référence à l'écrivain Marcel Proust cette fois-ci. Le prénom Madeleine renvoie bien sûr aux fameuses Madeleines de Proust, quand Swan renvoie au roman Du côté de chez Swan, écrit par l'auteur en 1913. L'organisation Spectre, grand méchant de cette nouvelle aventure bondienne, a le droit à ses petits secrets également. Ainsi, aviez-vous remarqué que Spectre était en fait l'acronyme de Special Executive for Terrorism, Revenge and Extortion. Ou que lorsque Bond tire sur Blofeld dans cette scène au MI6 ici, l'impact de balle prend la forme du symbole de l'organisation, la pieuvre.
Enfin, on aura noté que le personnage de Hinks, campé par Dave Bautista, ne dit qu'un seul mot dans tout le film, merde, juste avant de mourir, ou que Spectre est le premier film depuis Meurt un autre jour à présenter le fameux plan vu du canon de pistolet avant même le début du film, quand dans les autres épisodes de l'ère Craig, il apparaissait soit en cours, soit à la fin. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Bond. James Bond. Voici 5 choses qu'il fallait voir dans Mourir peut-être. Numéro 1, M. Scrutez le bonhomme de foutre comble. Si le personnage de M est dorénavant incarné par Ralph Fiennes, 2 de ses illustres prédécesseurs apparaissent dans les bureaux du MI6. On peut trouver un portrait de Robert Brown qui interprétait le personnage dans les années 80, Bonjour 007. ainsi qu'un de Dame Judi Dench dont le personnage a été tué dans Skyfall. Allez-y, éjectez-moi, ne vous gênez pas. Avant de mourir, elle avait offert à Bond une statuette de chien avec le drapeau anglais que l'on retrouve ici dans le garage où l'espion gare son Aston Martin. Numéro 2, les voitures. En parlant d'Aston Martin, Mourir peut attendre est le premier film dans lequel 4 modèles de la marque sont visibles, à commencer par l'emblématique DB5 de Goldfinger. On vous octroie cet Aston Martin DB5 modifié. On retrouve également l'Aston Martin Vantage volante V8 de Tuer n'est pas joué qui va jusqu'à reprendre la plaque d'immatriculation de celle de Timothy Dalton. Quant aux 2 modèles plus récents, il s'agit de la DBS Superleggera conduite par la nouvelle 007 Sauter à l'avant. et un concept car nommé Valhalla que l'on aperçoit dans le QG du MI6. Numéro 3, Dr No. Si Mourir peut attendre marque la fin d'un cycle, il n'oublie pas de rendre hommage au tout premier film James Bond, Dr No. Vous persistez à vouloir me provoquer, Monsieur Bond. Le générique de début avec les ronds colorés reprend ainsi le design très 60s de l'original, mais ce n'est pas tout. Le personnage de Safin est largement inspiré du Dr No. N'est-ce pas? Son repère en béton sur une île avec les scientifiques en combinaison est très similaire à celle du méchant de 1962. Il porte des vêtements d'inspiration asiatique et même son masque est inspiré du théâtre traditionnel japonais appelé No. Numéro 4, les autres hommages à 007. Permis de tuer. Les autres Bonds ont aussi droit à de multiples références dans le film, comme dans la scène où Daniel Craig jette son badge dans la poubelle de Moneypenny, de la même manière que celle dont Sean Connery lançait son chapeau en arrivant dans ce même bureau. On notera aussi la citation « We have all the time in the world » en référence à la chanson de Louis Armstrong utilisée pour le générique de fin et tirée d'Au service secret de Sa Majesté avec George Lazenby, l'un des seuls autres Bonds où l'agent tentait de construire une famille. Nous allons porter un toast en l'honneur du marié et de la mariée, Monsieur et Madame James Bond. Numéro 5, la fin. C'est la fin. Vous le savez désormais, James Bond meurt dans Mourir peut attendre. De fait, Daniel Craig est donc le seul James Bond dont on a vu toute la carrière à travers ses films, de son introduction en tant qu'agent 00 dans l'ouverture de Casino Royale, jusqu'à sa mort ici. Et s'il rend hommage à certains aspects de l'agent, il le modernise aussi. En effet, si chacun des 20 autres films de la franchise se termine par 007 dans les bras d'une jolie femme, ce n'est le cas dans aucun des films emmenés par Daniel Craig. Je m'appelle Bond. James Bond. Mais que les fans se rassurent, si notre espion préféré rend tristement l'âme à la fin du film, Jamais tu ne me reverras. le générique se termine selon la tradition par un énigmatique James Bond will return, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?